Hélène Buzetti, Alec Castonguay, Tacha Kérédine, bonsoir. 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 Alors, ça a commencé vraiment avec un gros boom. Je vous fais réentendre ceux qui n'étaient pas avec nous en début d'émission, comment Justin Trudeau a annoncé que l'Inde avait ni plus ni moins, dit-il, commandité un meurtre sur le territoire canadien d'un militant sikh. On écoute. Il existerait un lien possible entre des agents du gouvernement de l'Inde et le meurtre d'un citoyen canadien, Hardeep Singh Nijjar. L'implication de tout gouvernement étranger dans le meurtre d'un citoyen canadien en sol canadien constitue une violation inacceptable de notre souveraineté. Our citizens must be safe from extrajudicial killings of all kinds, most of all from foreign governments. I want to share with you what this means to the Sikh community. I grew up hearing many stories that if you raise concerns about human rights violations in India, that you might be denied a visa. That if you went back to India, you could suffer violence, torture, and even death. Alors, tour de table, Hélène Buzetti, je le disais, une déclaration choc qui a changé un peu l'allure de la journée, bien sûr. Ah oui, mais c'est un coup de tonnerre. Vous savez, Patrice, que l'Arabie saoudite déploie des commandos en Turquie pour dépecer ses ressortissants, c'est une chose. L'Inde, se targue d'être la plus grande démocratie au monde. Alors, on est dans un tout autre domaine, mais il faut comprendre que depuis l'arrivée du président Modi au pouvoir en Inde, ça fait 9 ans de ça, ils appliquent une politique nationaliste hindoue très, très sévère et essentiellement assimilant toute velléité souverainiste à du terrorisme. Et c'est ce qui explique d'ailleurs les très mauvaises relations entre l'Inde et le Canada. On en a souvent parlé, même lors du fameux voyage désastreux de M. Trudeau en Inde, il y a maintenant de ça 5 ans. Rappelez-vous qu'il y avait un homme, un ancien condamné là, pour avoir tiré sur un ministre indien, justement, qui s'était retrouvé dans une réception et nos responsables de sécurité canadiens avaient dit « Mais tout ça est orchestré par l'Inde. C'est eux qui se sont organisés pour que cette personne-là soit à une réception pour ensuite pouvoir justifier leur rhétorique très critique du Canada parce que l'Inde estime que le Canada est trop mou par rapport au séparatisme sikh. Alors voilà, c'est ce qui explique cette mauvaise relation. Et cet événement aujourd'hui, pourquoi on nous en parle aujourd'hui? Bien, bon, c'est la première journée du Parlement, mais vous conviendrez que ça permet au gouvernement de reprendre le contrôle de l'agenda. Ça, je vais revenir après voilà. à la stratégie. Mais restons sur le fond, mais parce que c'est une très bonne question. Pourquoi maintenant, alors que le voyage en Inde, c'est déjà depuis quelques jours? Alec Castonguay, Tacha Kérédine, il y a une communauté importante sikh au Canada, c'est 800 000 personnes à peu près. L'Inde n'aime pas que la communauté sikh soit très revendicatrice du Canada, etc., les liens. Mais quand même, Alec, de là à faire tuer quelqu'un, il y a quand même une marge, là. Oui, il y a une marge. Et les Sikhs sont très impliqués politiquement au Canada, dans tous les partis politiques. Au NPD, vous en avez même le chef, mais il y en a au Parti conservateur, il y en a au Parti libéral. Donc, c'est une communauté très impliquée, les Sikhs au Canada, qui ont un poids politique dans la plupart des partis politiques et qui donc, ça non plus, ça ne plaît pas, pour ajouter à ce qu'Hélène disait, ça ne plaît pas non plus beaucoup au gouvernement indien que les Sikhs aient autant de porte-voix politiques ici au Canada. On sentait que quelque chose se tramait depuis un petit moment. La mission canadienne qui devait avoir lieu la semaine prochaine à Mumbai a été annulée. Les pourparlers pour un accord de libre-échange avec l'Inde ont été suspendus dans les derniers jours. Ça avait été compliqué d'avoir une audience pour le premier ministre Justin Trudeau en marge du G20 avec le premier ministre Modi. Donc, il y avait plusieurs choses là, qu'on se demandait. Est-ce que c'est simplement des relations qui sont froides entre les deux pays? Ça fait un petit moment que ça dure où il y a plus. Mais il y avait plus, parce que clairement, Justin Trudeau n'a pas été mis au courant ce matin là, de ces allégations-là. Ça fait probablement quelques jours qu'il est au courant. Et donc là, on décide, jour 1, de les révéler au grand public, ce qui est, je pense, une bonne stratégie pour le gouvernement Trudeau de prendre les devants plutôt que de se faire couler quelque chose dans les médias, comme ça a été le cas précédemment. Mais oui, donc on sentait là, qu'il y avait quelque chose de plus. Mais oui, là, quand on est rendu à dire qu'un État commandite l'assassinat d'un citoyen canadien, peu importe l'État, encore plus quand c'est une démocratie comme l'Inde, mais peu importe l'État,
on atteint un autre niveau de tension entre deux pays, là. Oui, Tasha, Alec le dit, la communauté sikh est très impliquée dans tous les partis politiques au fédéral, donc une communauté importante. Aussi, c'est un sujet, bon, déjà, ça a fait le tour du monde, là, les grands groupes de presse ont rapporté cette nouvelle-là. C'est un événement important d'un point de vue politique international, puis au Canada également. Absolument. Écoutez, c'est jamais permissible qu'un État étranger intervienne et assassine une personne sur le territoire d'un autre État. Je vais dire cependant que je trouve ça, le timing de tout ça, très intéressant et assez hypocrite pour M. Trudeau parce qu'on sait bien que la Chine a fait disparaître des centaines de citoyens canadiens via leur poste de police depuis des décennies et sous ce gouvernement aussi, sans que les gouvernements ont dit un mot. Et ces postes de police, on pense, opèrent toujours. Ces gens-là disparaissent pas pour être choyés dans leur pays, probablement pour soit aller en prison ou possiblement aussi être assassinés ou mis à l'exécution. Alors, il faut dire que faire un grand tralala sur la situation actuelle, oui, c'est sévère, mais il y a aussi une question géopolitique qui bénéficie de tout ça. C'est sûr que c'est le rival de l'Inde sur le plan géopolitique international, c'est la Chine, parce que c'est l'Inde maintenant qui a l'air de, comme Hélène l'a dit, pas être à la hauteur de sa démocratie, du tout là-dedans. Mais cette situation est pas nouvelle. On sait depuis Air Inde et le désastre que ça a été, le terrorisme sikh, c'est répandu depuis longtemps. C'est une vieille histoire. Et malheureusement, c'est une histoire qui implique le Canada parce qu'on a des communautés ici qui ne se s'entendent pas dans leur pays natal. Okay. Et si je peux juste ajouter une petite note, allez-y. Patrice, il y a le fait aussi que depuis à peu près 1 an et demi, il y a un mouvement international de tenue de référendum sur l'indépendance du Punjab en Inde. Et il y avait donc au Canada, puisqu'on a cette plus grande communauté sikh diaspora dans le monde, il y avait eu plusieurs de ces référendums qui se sont tenus à plusieurs reprises. On voit la carte, là, Hélène, d'ailleurs, d'un futur qui n'est pas demain matin, d'un pays qui est rêvé par les Sikhs, là. Voilà. Et donc, il y a un mouvement, il y en a dans plusieurs pays, là, c'est pas qu'au Canada. Et ça agace suprêmement l'Inde. Et je lisais tout à l'heure, avant d'entrer en ondes, sur la BBC, qu'il y a eu 2 autres militants sikhs qui sont morts dans des circonstances nébuleuses, un en Angleterre et un au Pakistan, là, en mai et en juin. Donc, à peu près au même moment où notre Canadien, M. Niger, a été assassiné aussi. Et dans ces 2 autres cas-là, on soupçonne, quoique on ne l'a pas prouvé, on soupçonne une implication du gouvernement indien. Alors, on ressent une espèce de montée là, de l'agacement indien face à ce mouvement séparatiste. Bon. Ça, c'était important de mettre la table. Maintenant, Tasha, vous dites, c'est exploité par M. Trudeau. Je refais un tour de table. Une fois qu'il a des informations crédibles, on présume que c'est assez fort ce qu'il a devant lui, sinon il ne se lève pas à la Chambre des communes, parce que, je vais vous entendre là-dessus. Mais le timing est quand même choisi. Il est choisi. Tasha, je recommence avec vous, tour de table. Première journée aux communes, c'est sûr que ça occulte à peu près tout le reste, là. Ben oui, on ne parle pas du logement, on ne parle pas de l'épicerie, on parle de rien qui domine le discours politique depuis des mois et qui fait que les libéraux sont très en bas dans les sondages. Alors, c'est très convenient. Écoutez, personne ne va dire que c'est une bonne chose. C'est pas une bonne chose du tout si l'intelligence là-dessus a raison, est crédible, et M. Trudeau dit qu'il l'est, que ça s'est passé. Mais c'est sûr que pour le gouvernement, ça permet à M. Trudeau de changer le ton et de changer le sujet, ce qui probablement est très... ça lui donne l'occasion, en tout cas. Ça donne non, c'est pas lui qui a fabriqué la nouvelle, mais ça lui donne l'occasion, vous dites, de changer de ton. De la sortir en ce moment-ci, oui. Okay. Il la sort en moment propice, voilà. Alec, changer de ton parce qu'il s'est levé un peu en colère. C'était... on se disait, bon, bien, voici un sujet qui lui permet de montrer un autre visage, là. Oui, bien, depuis maintenant plusieurs mois, sur toute la question de l'ingérence de pays étrangers au Canada, le gouvernement Trudeau est en retard d'un wagon ou deux, là, constamment. Là. C'est les Globe and Mail qui marquent le pas, puis les partis d'opposition, puis on est en réaction constamment au gouvernement Trudeau. Là, on a décidé que ça n'allait pas être révélé dans les médias, que c'est lui qui allait prendre les devants, le premier ministre, dans une déclaration solennelle à la Chambre des communes. C'est la bonne chose. L'alternative, c'est quoi? Tasha dit, bien, c'est pratique pour lui. OK, alors il ne fait rien, puis il attend que ça soit la une du Globe and Mail dans 3 jours. Ou demain. C'est quoi l'avantage pour lui de faire ça? Ou demain. Il n'y en a pas. Alors, aussi bien y aller,
Puis est-ce que ça prend le pas sur autre chose? Moi, je pense plutôt que la rencontre avec les épiciers, c'était une bonne chose pour lui. Alors, il s'auto-scoop en réalité là, par rapport à d'autres sujets qu'il aurait pu utiliser aussi pour la rentrée. Alors, moi, je pense qu'il l'a fait là parce qu'il y avait un risque de fuite importante. OK, alors, je pense que c'était bien qu'il le fasse là plutôt que d'attendre. Hélène, timing quand même is everything, comme disent nos amis, mais là, s'il en a parlé au premier ministre indien, c'est qu'il le sait depuis un certain temps. Est-ce qu'il y a eu des... Là, ce que je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu des nouvelles preuves depuis quelques jours? On a encore très peu de détails. Par exemple, on ne sait pas si c'est l'Inde qui aurait recruté quelqu'un en sol canadien pour exécuter les bases-œuvres ou est-ce que ce serait des gens de l'Inde qui auraient été envoyés au Canada. Par exemple, ce genre d'informations, on ne l'a pas. Mais ça fait longtemps là, que les autorités canadiennes sont là-dessus parce que non seulement M. Trudeau a parlé à plusieurs de ses homologues, on me parle peut-être aussi des pays du Five Eyes, mais il y a aussi que nos responsables de la sécurité, le patron du SCRS, mais aussi même la conseillère du premier ministre en sécurité nationale, se sont rendus en Inde et nous dit-on quelques fois. On n'a pas spécifié le nombre de fois. Là. Alors, ça prend quand même pas mal de temps à aller en Inde. Donc, ça fait longtemps là, qu'ils sont là-dessus. Okay. Mais oui, timing is everything, comme vous dites. Et aujourd'hui, il faut quand même se rappeler que c'est le début officiel de cette enquête publique sur l'ingérence étrangère, notamment chinoise. Alors, ça donne au gouvernement l'impression qu'il reprend le contrôle. Et tout ça dans le contexte aussi où je vous rapporte à presque l'année dernière, en décembre, je crois, le gouvernement avait dévoilé sa stratégie Indo-Pacifique qui visait à faire contrepoids à la Chine, justement. Eh bien, peut-être qu'il faudra faire une autre stratégie pour faire contrepoids, cette fois, à l'Inde. Très bien. Mais, OK, c'est bon. Vous le disiez, Alec, vous disiez c'était malgré tout une bonne idée de faire venir les grands épiciers, les convoquer, les 5 grands à Ottawa, ce qui a été fait. On va écouter François-Philippe Champagne. C'est pas si clair ce qui va... Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu M. Charlebois plus tôt à l'émission, qui est un peu derrière ça. Enfin, le ministre l'a un peu engagé là, pour le conseiller. Il était là, en partie. Et dans mon esprit, vous allez m'éclairer, c'est pas clair ce que ça va donner, mais on écoute le ministre et les partis d'opposition. L'idée derrière ça aujourd'hui, c'était d'avoir une première réunion, d'avoir leur engagement, parce que vous comprenez, c'est un engagement formel de travailler avec le gouvernement du Canada et qu'on va travailler ensemble durant les prochaines semaines pour développer des plans très concrets, individuellement, pour maintenir la compétition, mais qui vont permettre de stabiliser les prix au Canada. On va proposer une loi aujourd'hui qui va renforcer les protections pour les consommateurs, qui va mettre fin aux pratiques qui augmentent les coûts d'épicerie et qui va défendre les consommateurs, qui va défendre les Canadiens. Et les 5 grands sont venus dire, entre autres, et pour certains publiquement, notre marge bénéficiaire n'est pas grande, je vous l'ai dit, je vais vous le répéter, mais peut-être qu'il y a des trucs ici et là. On voit le président de la Blase. Alec, vous dites que c'est une bonne journée, ça? Politiquement, oui, c'est une bonne journée. Je ne m'attendais pas à ce qu'on convoque jeudi dernier les grands patrons et qu'aujourd'hui, on nous arrive avec un communiqué disant voici les 5000 produits qui vont avoir des tarifs gelés pour les prochains mois. C'est complexe. La chaîne d'approvisionnement alimentaire, elle est très complexe. Il y a des transformateurs, des producteurs, des fournisseurs. Donc, l'objectif du gouvernement, c'est de dire on va vous mettre de la pression jusqu'à temps qu'on ait un plan qu'on peut annoncer. Veut pas, il faudra qu'on arrive avec quelque chose. Les 5 grands vont arriver avec quelque chose, vont retourner voir leurs fournisseurs, vont trouver des produits, peut-être des intrants, en disant, bon, bien, tel produit, on va geler ça. Je pense pas qu'il va y avoir des baisses dramatiques de prix, là. Mais si on peut dire pour les 6 prochains mois, voici un panier de base sur lesquels on va travailler pour descendre la pression, le temps que les chaînes d'approvisionnement mondiales se replacent, on va arriver avec quelque chose. Politiquement, ce que le gouvernement Trudeau voulait envoyer comme message, je pense que c'est réussi dans la mesure où c'est on se préoccupe de votre épicerie, on va faire quelque chose, on est en train de s'en occuper. Ce qui a fait mal à Justin Trudeau depuis 6 mois, parce que le panier d'épicerie, ça fait 1 an et demi qu'il monte, là, c'est le manque d'empathie. Les gens ont l'impression que personne ne les écoute à Ottawa, que personne ne s'en préoccupe. Là, on a envoyé le message qu'on s'en préoccupait. Oui, les résultats, on l'espère, vont suivre. Mais aujourd'hui, je ne pense pas qu'on s'attendait à ce qu'il y ait des résultats instantanés non plus. Là. Les relations publiques ou politiques? Parce que M. Charlebois nous a dit tout à l'heure, vous savez, il baisse
actuellement, là, l'inflation ralentit pour le panier d'épicerie un peu naturellement, en voulant dire ça va se faire tout seul, qu'on soit allé là-bas, que les grands soient allés ou pas. Tasha, qu'en pensez-vous? Ben, il a acheté une autre année avec Jagmeet Singh, là. C'est très clair. Écoutez, M. Trudeau, M. Singh a fait une très belle performance la dernière fois que les grands patrons des épiceries étaient à Ottawa. Il a crié après eux. Maintenant, c'est le tour de M. Trudeau. Comment est-ce que Jagmeet Singh peut renverser son gouvernement maintenant quand il fait exactement ce qu'il demande? Est-ce que ça va produire des résultats? Non, je pense absolument pas. Je lis certains prix de certaines choses, de paniers d'épicerie. Je sais que les grandes chaînes font déjà des choses comme chez No Frills, ils font ici en Ontario des paniers de choses qui sont plus bas. Mais ce que ça va vraiment faire, ça ouvre le débat sur la question de la seule chose qui peut vraiment changer les prix de façon, je dirais, sérieuse, c'est mettre fin à la gestion de l'offre. Personne ne parle de ça. Sauf peut-être Maxime Bernier, mais personne n'écoute. Vous aviez un candidat à l'époque, Maxime Bernier, ben, je dis vous, qui en parlait. Il a fait gagner, d'ailleurs. Mais Hélène, je reviens aux épiciers. C'est une posture, c'est un coup de pub, c'est un coup fumant, mais au-delà de ça, est-ce que le consommateur va voir quelque chose de concret d'après vous? Bien, j'ai pas de boule de cristal, mais quand même, ce qu'on ressentait aujourd'hui, c'est que le gouvernement a mis un peu le fusil sur la tempe. Quand M. Champagne nous dit, parce qu'on l'a talonné là-dessus, quels sont les résultats auxquels vous vous attendez, il nous a répondu, bien, chaque épicerie pourra arriver avec son plan. C'est ça, là, quand il parlait de plan individuel, c'est à ça qu'il faisait référence. Donc, il n'y a pas de recette magique qu'il attend de tout le monde. Ce qu'il dit simplement, c'est amenez-moi chacun un plan. Et autrement, on agira. Et là, on a parlé de mesures fiscales. Moi, je me demande si cette mesure ne pourrait pas être un impôt supplémentaire sur ce qu'on appelle les profits excessifs, ce qui est une demande de longue date du NPD qui remonte à la dernière campagne électorale. Et le gouvernement libéral a déjà fait quelque chose de similaire dans son budget de 2022. Oui. Il a imposé une surtaxe sur les banques et les compagnies d'assurance. Alors, il y a déjà la pandémie. En 2022, là, et c'est un impôt supplémentaire de 15 sur des surplus, des profits qui dépassent le milliard, et les banques, les compagnies d'assurance doivent rembourser ça. Ils ont 5 ans pour le faire. Est-ce qu'on songe à ça? En tout cas, l'idée, elle a déjà été mise de l'avant pour certains secteurs de l'économie. Pourquoi pas l'épicerie? L'action de grâce, en tout cas. On remerciera, non pas le ciel, mais Ottawa, si jamais il y a quelque chose. On dit que c'est l'horizon, l'action de grâce. On va écouter des extraits sur le logement, parce que ça aussi, c'est essentiel, incontournable dans le débat actuellement. Comment faire pour augmenter l'offre? On écoute. Ça a pris 8 ans pour causer l'enfer du logement par le premier ministre. Ça va prendre combien de temps pour le régler? Ottawa prive le Québec de 900 millions en logement depuis 6 mois. Monsieur le Président, c'est plus le temps des chicanes, c'est le temps des chantiers, c'est le temps d'être responsable. Quand est-ce que le premier ministre va arrêter les délais et annoncer que le fédéral recommencera à construire des logements abordables? On a aussi éliminé la TPS sur la construction de nouveaux blocs à appartements parce qu'on sait qu'on a besoin d'augmenter l'offre. On va continuer d'être là pour travailler main dans la main avec les provinces, avec les municipalités. Parce qu'il y a quand même un 900 millions qui dorment, parce que Québec ne s'est pas encore entendu avec Ottawa. Ottawa ne s'est pas encore entendu avec Québec. C'est le sens que vous voulez, j'en sais rien. Mais Hélène, tour de table, le logement, là, il y a des gens qui attendent pour vrai des choses, là. Ouais, vous dites 900 millions, mais je dirais presque 4 milliards qui dorment. Parce que, en fait, ce 900 millions, c'est la part québécoise de ce grand programme fédéral de 4 milliards de dollars annoncé l'année dernière. Et l'idée, c'est quoi? C'est que Ottawa dit aux villes, on va vous donner de l'argent, mais il faudra que vous abaissiez certaines exigences réglementaires pour faire en sorte que les choses avancent plus rapidement. Or, 1 an et demi plus tard, il y a une seule municipalité qui a touché l'argent, London. C'était l'objet de l'annonce la semaine passée. Alors, on comprend que le programme est quand même un peu fastidieux. Les villes doivent déposer des documents, j'imagine, un peu complexes. Alors, ça ne va pas très, très vite. Alors, c'est pour tout le Canada que ces milliards-là ne sont pas encore débloqués. Et puis, effectivement, là, la part québécoise, bien là, on ne voit même pas le jour où ça va être débloqué. Bien, vous êtes encourageant. OK. Il reste 2 minutes. 2 personnes. Alec, Tasha. Alec. Je
Je comprends pas pourquoi on n'est pas capable, dans le logement, de s'entendre aussi vite qu'avec les garderies. Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas de volonté politique jusqu'à maintenant ou il n'y en avait pas, parce qu'on s'était entendu très vite avec un paquet de provinces pour les garderies, le nouveau programme de Chrystia Freeland. Et donc, rapidement, on voulait faire des belles annonces un peu partout. C'était avant les élections de 2021, puis ça a fonctionné. Là, comment ça se fait que ça traîne depuis des mois et des mois? Ça vient d'arriver sur l'écran radar. Moi, on me dit à Québec, on n'avait pas de nouvelles d'Ottawa depuis 3 ou 4 mois sur ce programme-là. Puis, soudainement, on a reçu quelques courriels. Est-ce que ça vous tente de reprendre les négociations, de recommencer à négocier? Mais il me semble qu'il est temps, là, il est temps qu'il se passe quelque chose. Il faut régler ça dans le prochain mois. Là. C'est beaucoup d'argent. Les provinces en ont besoin. Il faut trouver une manière de s'entendre. Je ne dis pas que c'est la faute entièrement d'Ottawa. Des fois, les provinces demandent d'enlever à peu près tout ce qui existe comme condition. Mais on devrait être capable de trouver un juste milieu pour commencer à utiliser cet argent-là. Là, ça presse. C'est comme si la gestion des choses de plus en plus complexes ne suivait pas. Là. On le voit dans les passeports, on l'a vu dans tout. Là. Un autre bel exemple, Tasha. OK. La dernière chose que moi, je vais dire, c'est qu'encore, les partis ne touchent pas et M. Trudeau ne touche pas. La vraie question, c'est qu'on ne peut pas augmenter l'offre d'ici 2 ans à la prochaine élection. C'est impossible parce que ça prend du temps à construire des logements. Tu peux juste réduire la demande. Réduire la demande, ça veut dire quoi? Personne ne veut en parler. C'est réduire l'immigration et le nombre d'étudiants sur visa qui demandent des logements à louer. C'est ça la grosse question. C'est la location. Parce qu'on ne construit pas ces logements à cause des taux d'intérêt. Le gouvernement essaye de le promouvoir, mais avec 800 000 étudiants de visa, 800 000 étudiants au Canada, ces gens-là habitent 4 dans un sous-sol à Brampton. C'est épouvantable. On vend quelque chose à ces jeunes qui n'est pas réaliste. Personne ne veut en parler parce que c'est contre l'éthique canadienne. J'allais tellement vous relancer là-dessus, mais j'ai plus le temps. Mais on va s'en reparler. C'est difficile. C'est une note, là. On va s'en reparler. Il y a ce débat. Ça ouvre cet autre débat-là. Oui. Hélène, Alec, Tasha, merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Bonsoir. Merci. Au revoir. Bye.